Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle table ronde. Ça fait un petit moment, ça fait plaisir de reprendre les tables rondes avec des têtes qu'on connaît et des têtes qu'on connaît pas. Du coup, il y aura un petit tour de table pour se présenter. De quoi on va parler ce soir? De jouer dans un contexte historique, faire une partie de jeu de rôle qui se base sur notre histoire, l'histoire de l'humanité. Donc j'accueille ici dans l'ordre à ma droite Hervé, puis en dessous de moi sur votre écran Killer Clown slash Soloflow et tout et tout. Et finalement Dragan en bas à droite. Je vais vous inviter à vous présenter chacun votre tour, en commençant par toi, Hervé, si tu le veux bien. Euh, que viens-tu faire ici? Qui es-tu? Alors, Hervé, le jurislateur, on va se présenter comme ça. Alors, en fait, je suis venu ce soir parce que, bon, il y a peu de temps que j'ai repris le jeu de rôle que j'avais investi pas mal il y a près de 40 ans, j'avoue. Et, euh, et en fait, sur le thème de jouer, on dira, au jeu de rôle dans un contexte historique, je reste a priori très dubitatif sur la possibilité d'effectivement intégrer une telle structure, parce que l'histoire, c'est quelque chose qui est désormais donné, puisque ça s'est déjà passé. Et donc, c'est par curiosité que je suis là ce soir. Ok, ça marche très bien. Donc déjà, on a un challenger peut-être, puisque je sais qu'ici, il y a des gens qui jouent justement beaucoup avec l'histoire. Donc ça va être intéressant. Ensuite, Killer Clown, dis-nous tout. Donc bonsoir, moi c'est Killer Clown ou bien Solo Flow selon de l'endroit où on me connaît. Killer Clown c'est le nom que j'utilise en tant qu'écrivain rôliste, hein, et Solo Flow c'est mon nom de scène que j'utilise donc quand participe à des actual plays ou que je fais moi-même mes propres productions de temps en temps. Euh, j'ai fait par exemple un petit peu de Iron Sworn, j'ai fait des trucs avec Magic, il y a des vidéos, mais je fais principalement des trucs en anglais, donc des fois c'est un peu compliqué pour certains d'entre vous. Moi j'écris actuellement un jeu de rôle qui n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire, puisque il est basé sur notre monde actuel, mais bon, il y a une réalité parallèle où justement l'histoire ne s'est pas passée pareil. Donc avec ça aussi, on peut jouer. Et moi, je suis venu parce que dans mes jeux préférés, il y a plusieurs jeux qui sont ancrés dans notre histoire de notre monde. Et moi, j'aime vraiment beaucoup les jeux qui s'ancrent dans notre histoire sans se vouloir pour autant historique. Ok, d'accord, ça marche. Dragan, le petit dernier. Le petit dernier, hello, donc moi c'est Dragan, c'est mon prénom, c'est pas un pseudo. L'histoire et le JDR historique m'intéressent puisque je bosse sur mon propre jeu depuis 2 ans. Et je me suis intéressé à l'histoire il y a que quelques années, suite au visionnage hardcore de Game of Thrones et en ayant fait une campagne de Trône de Fer qui a duré 5 ans, presque 150 parties. Et du coup, via Game of Thrones, j'ai découvert que comme c'était inspiré de l'histoire et en creusant un petit peu les sujets historiques, il y a des choses vraiment incroyables. Je me suis rendu compte que j'avais plus besoin d'aller chercher dans la fiction des personnages plus grands que nature. Et voilà comment je suis rentré. En marge de ça, bon jeu, histo, je l'ai mis de côté, malheureusement, enfin malheureusement, pour la bonne cause, puisque j'ai rejoint la FFJDR en mai ou juin de cette année. Donc, on vient de rendre les clés du Roll Event. Il reste encore quelques petits trucs à faire, mais j'espère me remettre au boulot de mes projets perso. Voilà. Ok, ok, ça marche. Pour commencer un peu le tour de table, je vous propose. Enfin, je pensais commencer par comment mettre en scène l'histoire, comment jouer dans un contexte historique, ou en l'occurrence, par exemple, Hervé, puisque toi, apparemment, tu es plutôt dubitatif là-dessus. Peut-être que malgré tout, je pense que quasiment tous les rôlistes, vu que par exemple c'est l'heroic fantasy qui est un des types d'univers les plus mis en avant, vont puiser mine de rien dans des thèmes historiques au moins, vont s'inspirer de l'histoire, ne serait-ce que pour le décorum de leur partie. Donc comment vous allez
comme ça puiser dans l'histoire, dans une moindre mesure, et dans une plus grande mesure, je ne sais pas si ça se dit. Comment vous faites pour vraiment exploiter, par exemple, un événement historique, jouer dedans, le détourner? Finalement, quelles sont vos pratiques autour de ça, quoi? Hervé, je te laisse la parole là-dessus. Alors, moi, je distinguerais bien la thématique de jouer dans un contexte historique. Et donc, pour moi, ça consisterait en un jeu où, par exemple, je serais un poilu dans les tranchées de 1914 et un jour bien particulier d'une bataille bien particulière. Et bon, je sais pas, il y a quelque chose à faire ou quelqu'un à sauver, pourquoi pas. Et c'est dans ce cadre-là que je suis dubitatif, dans le sens où, comme cet instant a quand même, on va dire, il a quand même existé dans le continuum spatio-temporel, je ne vois pas comment j'arriverai à jouer là-dedans, d'autant que, en plus, euh, ça va générer un effet méta maximum, c'est-à-dire que c'est ma connaissance de ce qu'est la guerre de 14 qui va être en quelque sorte un élément de la production de l'imaginaire du jeu. Et, euh, et je distinguerai bien ce cas de figure de celui qui consiste à s'inspirer d'un fait historique ou à aller chercher dans l'histoire quelques, quelques formes d'inspiration en vue de les transposer ou créer une uchronie ou des choses comme ça. S'il y a distorsion du fait historique, je comprends parfaitement et j'ai des expériences très sympas, mais qui ont consisté à distordre l'histoire ou à s'en inspirer et puis ensuite à la remodeler. Mais le thème évoqué, c'est celui de jouer dans un contexte historique. C'est ça qui a attiré mon attention. Maintenant, il est possible que ce soit possible, donc je suis venu voir, quoi. Moi, je trouve très intéressant ce que tu dis, Hervé, puisque je suis assez d'accord, c'est très difficile de jouer avec les faits historiques avérés. C'est vrai que c'est assez difficile parce que soit tu sais déjà comment ça va finir, soit tu veux absolument que ça se finisse comme ça s'est fini à n'importe quel coup en tant que MJ parce que tu as peur que sinon tu dois vous réécrire l'histoire toi-même, ce qui est un truc délirant, complètement sans fin. Mais je pense qu'il y a possibilité, et c'est là que je joue et que moi j'aime beaucoup jouer, dans les trous de l'histoire. Parce que l'histoire, on n'a pas 100% des faits historiques qui sont sur le papier. Et donc, soit en extrapolant des choses par rapport à ce qui existe déjà, soit en allant dans les endroits où il n'y a rien, il y a moyen de faire plein de choses, à mon avis. Et moi, c'est là que je m'amuse en utilisant des références historiques et soit en changeant, en disant ah bah non, bah, on va pas prendre Robespierre, mais on va faire un scénario sur le frère de Robespierre, qu'il en ait eu un ou pas, peu importe. Et à partir de là, monter tout un truc où bah, peu importe si le frère de Robespierre se fait décapiter avant la fin du scénario, c'était pas le personnage historique le plus important du monde. D'accord, Donc, plutôt que de jouer dans l'histoire avec un grand H, jouer dans les trous qui ne sont pas définis, en fait. Tout ce qui n'est pas défini historiquement. Mais en mettant toujours des références aux faits historiques qui se passent autour pour avoir une semblance d'historicité. Ok. Et toi, Dragan? Ouais, j'ai entendu des tas de choses intéressantes. Le truc que soulève Hervé, je pense que c'est à préciser avec les joueurs sur ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que en Heroic Fantasy, avec des systèmes dans lesquels on va monter de niveau, on sait qu'on va commencer à bas niveau, peut-être à niveau moyen selon le, le point de départ qui est convenu avec la table et le meneur de jeu, et on va arriver à très haut niveau. Et à très haut niveau, on va sauver le monde, on va combattre des dieux, des dragons gigantesques, etc. Et on va avoir ce plaisir d'avoir une influence sur l'univers. Là, se dire qu'on va pas avoir d'influence sur l'univers, bah, c'est quelque chose sur lequel il faut le savoir, et encore. On peut très bien faire du jeu historique, et enfin du jeu avec un décor historique dans lequel, imaginons, on est dans le passé et on intervient. Alors c'est pas un running gag, mais le nombre de fantasmes de voyages temporels qui ont été faits là-dessus sur qu'est-ce qui se passerait si on avait empêché les parents d'Adolf Hitler de se rencontrer, ben, on peut jouer avec. Donc ok, il n'y a pas Adolf Hitler, on a eu une influence
incroyable, puisque, a priori, la Seconde Guerre mondiale n'arrive pas, ou peut-être qu'elle arrivera de manière différente. Donc, on a une influence importante. Et pourtant, on joue quand même dans un décor historique, avec la montée d'une certaine idéologie politique ou des choses comme ça. Donc, le décor historique, il est là. On peut quand même influer sur la véracité. C'est juste un point de départ à définir. Donc, alors moi sur le jeu que je fais jouer, j'ai pas ce problème-là dans le sens où et bon, l'idée c'est pas de parler que du fil d'argent, mais dans mon jeu les personnages vont dans le passé et quand ils vont dans le passé, ils sont dans une réalité miroir, ce qui fait que c'est la copie conforme de la réalité. Ils peuvent très bien mettre le bordel qu'ils veulent. Quand ils repartent, ça éclate comme une bulle de savon et du coup, ça change rien. Donc, ils y sont quand même. Ils peuvent, là, sur un scénario, par exemple, en 1900, on peut rencontrer Sarah Bernard, ou d'autres, ou Camille Claudel, ou, je sais pas, imaginons, assassiner le président français de l'époque. C'est pas grave, c'est dans une réalité miroir. C'est un postulat qui est accepté. Le scénario est joué, les personnages repartent, et puis voilà. Donc, la réalité est toujours là, parce que ça sert de matériau de base, mais on peut quand même prendre des libertés. Et je pense que dans les jeux d'hier, dans les jeux de rôle historique, on peut prendre beaucoup de libertés. Et une dernière chose sur la liberté, je viens de voir un western sur Netflix qui s'appelle Harder They Fall. Il est incroyable. Regardez-le, il y a une liberté importante dedans et ça marche très bien. C'est un très bon western. Bon, sans spoil, c'est un film où tous les personnages sont noirs. La réalité historique est-elle comme ça? Pas sûr, mais ça marche nickel et on prend un super moment et ça reste historique parce qu'il y a des références, le saloon, enfin, tout l'archétype du western est là. Il y a des libertés et c'est un bon moment quand même. Donc ça marche dans la fiction. En plus, le nombre de films historiques dans lesquels il y a des libertés, les romans historiques, il y a aussi des libertés. Et puis en plus, la réalité historique, elle est quand même très variable. C'est-à-dire que l'histoire qu'on nous donne aujourd'hui, elle n'a pas été filmée, elle n'est pas enregistrée sur des DVD ou autres. Il y a des historiens qui ont noté quelque chose, des genres, je sais pas, les stoïciens ou autres, ils vont raconter leurs contemporains, d'autres vont les étudier, vont aussi mettre leur petit grain de sel et dire, bah tiens, j'aime pas un tel. Et ce qu'on sait aujourd'hui, enfin, régulièrement, on apprend, bah tiens, on a découvert que ceci, on a découvert qu'il y a un chef viking, c'était une femme. Enfin, on continue d'apprendre des trucs. Donc la réalité historique, elle n'est pas si avérée que ça à partir du moment où on va assez loin dans le passé. Sur un aspect assez pratique, enfin après ça relève aussi un peu du pourquoi, mais enfin ça me fait poser des questions ce que vous dites. Bon, par exemple, moi là hier je suis allé voir le dernier duel, et alors le problème c'est que je risquerais de spoil potentiellement. Après une petite réflexion sur le fait que est-ce que je peux en parler ou pas, est-ce que c'est du spoil, on est parti du principe que c'était pas du spoil. Si vous voulez pas être spoilé du tout, bah, vous passez 5 minutes après dans la vidéo. Euh, donc qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, dans le dernier duel, le film de Ridley Scott là, qui est en ce moment au cinéma, qui se passe au XIVe siècle, je crois, en France. En gros, c'est une histoire judiciaire et tout. Et le truc, il est découpé en 3 actes. Et dans chacun de ces actes, on va avoir le point de vue d'un personnage différent sur une même histoire. Et en fait, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est là où ça relève peut-être un peu du spoil, c'est qu'il y a une des visions, on a l'impression que c'est un peu le Moyen-Âge fantasmé, un peu de la chevalerie et tout, du point de vue d'un des personnages. Un autre, ça fait un peu dark, on se croirait dans Game of Thrones, tout est affreux, je trouve. Et le dernier, il est très très humain, et très, voilà, on se concentre plus sur un individu spécifique, et ça fait presque une vision un peu plus contemporaine, genre comme si on observait la réalité depuis notre époque. Bref, en gros, je me demande si, lorsqu'on fait du jeu de rôle historique, déjà, il y a différentes approches. Des fois, c'est presque politique la manière dont est racontée l'histoire. Enfin, c'est même à chaque fois politique. Donc, dans quelle mesure ça peut être gênant pour jouer? Est-ce que vous pensez que, par exemple, dans un jeu de rôle historique, la narration partagée, l'émergence, etc., c'est aussi efficace, puisque si ça tombe, on va avoir des canons complètement différents. Il y a quelqu'un qui imagine une époque d'une certaine manière et l'autre pas du tout de la même manière, et ça va rentrer en conflit. Là où dans la fiction, c'est un peu moins gênant. Enfin, je sais pas, il y a pas mal de questions vraiment pratico-pratiques qui se posent pour moi. Je sais pas si vous avez un avis là-dessus. D'abord, je remercie Solo et Dragan parce que
l'idée d'imaginer des trous dans l'histoire ou l'idée d'avoir une espèce d'effet miroir, effectivement, c'est une façon de résoudre le problème que j'évoquais en réalité et de façon assez élégante. Donc ça m'ouvre des perspectives. Mais par rapport à la question que tu poses sur la façon de jouer, euh, moi aussi je me pose la question suivante, qui est en résonance avec ce que tu viens de dire. C'est est-ce que le fait d'avoir des joueurs qui peuvent avoir des connaissances historiques de niveau extrêmement variables, est-ce que ça ne produit pas un effet de distorsion dans le jeu, puisque en fonction de leurs connaissances historiques, ça va évidemment générer possiblement ce que tu donnais comme exemple par rapport au film évoqué, c'est des points de vue extrêmement différents selon en vérité la culture, non pas du joueur dans le jeu, mais du joueur hors du jeu. Est-ce que ça, vous avez déjà rencontré ce problème et est-ce que ça confirme bien les interrogations de Hugo? Moi, je sais que c'est un problème que j'ai eu régulièrement en jouant à Cthulhu dans les années 20, dans les années 30. Parce que c'est des périodes pour lesquelles je me suis beaucoup intéressé, où j'ai beaucoup regardé des séries, où j'ai beaucoup lu aussi sur l'histoire. Et j'ai joué avec des maîtres du jeu qui en savaient moins que moi sur la période et qui, pour moi, faisaient des erreurs grossières dans leur dépiction de la société et de l'univers. Et dans ce cas-là, soit tu fais le joueur très chiant qui ramène sa fraise à chaque fois et qui dit oui, mais non, mais attends, en 29, il y a la prohibition de l'alcool, on n'en trouve pas partout. On va pas faire des cocktails Molotov, c'est pas possible. Ou alors, bah, tu t'écrases et puis tu te dis bon, allez, c'est pas grave, c'est une fiction, on est dans un univers parallèle et on serre les dents et ça ira, quoi. Donc après, c'est toujours une question, on en revient au contrat social, comme on le disait au début au début de la vidéo. Euh, Quelle part de réalité, de réalisme historique on veut avoir et sur quoi on se met d'accord. Avant de te passer la parole, Dragan, peut-être que ça te donnera une piste de réflexion aussi. Je pense que ça dépend aussi vachement de l'époque. Parce que typiquement, les années 20, c'est peut-être super documenté. Genre, on a de la photographie, il y a plein de trucs. Alors que si tu vas jouer beaucoup plus... En fait, plus tu recules, plus tu es dans le fantasme et un peu dans le roman national. Donc, après, moi, dans l'absolu, moi, ça me dérange pas du tout. À la limite, si on joue un truc dans un univers moyenâgeux historique, moi, ça me fera vachement plaisir de jouer, tu vois, le chevalier courtois plutôt que de jouer... enfin, en fait, tout dépend de ce à quoi tu veux jouer, quoi. Mais en fonction de l'époque, dans les années 20, c'est sûr qu'à mon avis, t'as plus friction sur des faits vraiment précis. Alors que plus tu recules, plus c'est sujet à interprétation et tu peux entrer dans des débats à n'en plus finir. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Dragan? Bah, c'est super intéressant. Alors, c'est vrai que le fantasme ou le fantôme du terroriste culturel super cultivé, c'est un truc qui existe. Tout comme le spectre aussi du justicier de la règle qui est capable d'arrêter le jeu ou la scène ou le combat pour sortir le bouquin et t'expliquer que la traduction française est mauvaise, donc il faut se baser à ça. Finalement, c'est que du comportement et tout ça rentre dans le contrat social. Euh, c'est tout bonnement ça. Et il faut rappeler que jouer, bah, c'est jouer ensemble. Et puis finalement, bah, si quelqu'un est calé sur un sujet, tant mieux. Mais en réalité, je me suis rendu compte, alors que sur ma première table playtest, j'ai deux joueurs, enfin, ouais, j'ai deux joueurs qui sont plus calés que moi en histoire. Et c'est un challenge. Dont un qui va avoir vraiment tendance à avoir beaucoup de surgissements, et ceci et cela et machin. Et plusieurs fois, j'ai dû lui demander de se taire parce que même en donnant un petit indice, pardon, d'un début de scénario, il commence à dire ouais, c'est pas ceci, c'est pas ça. Donc j'ai dû lui dire tu t'arrêtes, à la limite, ce que toi tu sais ou ce que tu crois savoir, bah, dis-le en jeu, ça sera plus sympa que d'en parler en off. Mais finalement, il y a ce qu'on croit savoir, et ce qu'on croit savoir, en fait, c'est les souvenirs. Et finalement, le nombre de fois où un de mes joueurs croit savoir quelque chose, ou soutient mordicus que ça s'est passé comme ça, alors que
Moi, mon scénar, je l'ai lu, je l'ai préparé, je l'ai écrit il y a 2 semaines, je me suis refait des podcasts, j'ai, j'ai pensé Wikipédia et d'autres supports. Non, en fait, ils se trompent. Donc faut juste, caler, la limite et dans le contrat social, moi, ce que j'utilise, c'est un safe word. C'est-à-dire qu'on a un petit mot magique. Heu, Moi, j'ai quelqu'un, c'est japonais. Donc si à un moment, il commence à partir sur autre chose ou à couper le jeu, je lui dis, «Comment s'appelle ce roman japonais d'ailleurs?» Il y a un petit sourire et là, le hors-sujet s'arrête. C'est-à-dire que ce safe word permet de dire: «Arrête-toi s'il te plaît», sans dire: «S'il te plaît, tu peux t'arrêter». Et c'est juste un code qu'on a mis en place et comme ça le jeu continue. Ah, donc on en parle pour les hyper sachants historiques, mais c'est pareil pour les justiciers des règles, finalement des comportements où on va, commencer à gâcher le plaisir de jeu des autres, ça peut arriver avec n'importe quoi et pas qu'avec l'histoire. Ouais, ça, c'est Par sûr. contre, pour ceux qui sont excuse-moi, par contre, pour ceux qui sont passionnés d'histoire, bah, à eux aussi de lâcher prise. Ils peuvent très bien en fait, bah, après la partie, dire: «Bah, vous savez, ça c'est super intéressant, j'ai découvert ci et vous devriez regarder ça» et puis c'est chouette parce que finalement, c'est comme finalement, bah, jouer au Seigneur des Anneaux et puis après avoir envie de relire le livre ou de se taper le Silmarillion. Bon, ça c'est encore une autre épreuve. C'est vrai que le Seigneur des Anneaux, des fois, t'as l'impression, quand tu vois les débats et les mecs qui sont en mode non, non, là tu t'es trompé et tout, t'as l'impression que, que ça aussi, c'est de l'histoire qui a existé véritablement et qui est intouchable. Euh, j'ai une autre question, c'est comment aborder ça? Qu'est-ce que. Alors, quelle méthode vous suivriez pour vous documenter? Genre, qu'est-ce que vous allez chercher en premier quand vous voulez faire un scénario historique? Alors toi, Hervé, je sais pas, puisque en l'occurrence, tu m'as... Peut-être que toi, ce que tu pourrais nous dire, au début, tu m'as dit que tu as eu quelques expériences comme ça, un peu de jeux pseudo-historiques. Je sais pas si tu étais en position de joueur ou de MJ, mais peut-être que tu peux nous parler de ça éventuellement. J'étais en position de joueur. C'était un jeu de rôle français, sûrement le premier. J'ai pas retrouvé le nom, je m'en souviens pas nécessairement. C'est Cassius Belli qui avait sorti ça. Et il avait la particularité de permettre de jouer à plusieurs époques. Moyen Âge, enfin, Moyen Âge, temps moderne, et ensuite science-fiction. Et en tant que joueur, le scénario se passait en 1944 dans un nid d'aigle plein de militaires nazis. Et nous venions du futur pour justement essayer de changer l'histoire. Donc, l'option était très différente de celle que vous décrivez. Et le problème qui s'est passé, c'est que le maître de jeu avait une culture de cette période qui était assez moyenne, qui n'était pas le cas de certains joueurs, dont moi, et ça a généré effectivement une torsion dans le système. Alors, c'est rajouté aussi le fait que nous venions du futur avec des moyens qui se sont avérés surpuissants, mais très simples, ne serait-ce que des outils de communication. Et en fait, le jeu n'a pas vraiment fonctionné, quoi. Ceci dit, en ce qui me concerne, donc, j'ai jamais eu l'idée de faire un jeu plongé dans l'histoire, et je trouve encore dans l'Heroic Fantasy cet énorme avantage, c'est qu'elle décale tout le système et donc le problème ne se pose pas. D'ailleurs, je constate que vous avez rencontré le problème et que vous l'avez résolu par des astuces que je note parce que c'est tout à fait intéressant. Mais ça ne m'empêche pas, quand, par le hasard des choses, dans un scénario, je vois apparaître une donnée qui relève de l'histoire, entendue comme un événement passé, on va supposer avéré. Récemment, par exemple, j'ai écrit un donjon qui repose sur le trésor des Nibelungen. Et à un moment donné, je me suis posé la question de savoir si, en fait, Siegfried et autres n'avaient pas une filiation avec des rois mérovingiens. J'ai commencé à faire des recherches et je me suis aperçu que c'était le cas. Enfin, il y en a certes, je ne suis pas le seul à me poser la question, mais je ne savais pas que quelqu'un se l'était posé. Et j'ai donc fait des recherches sur des rois dont tout le monde se fout, et on a oublié presque leur nom. Mais, mais ça m'a permis dans le jeu d'importer ces données-là, et, et ça a permis aux joueurs à la fois
d'être dans un monde complètement féerique, parce qu'en plus c'était un donjon très héroïque, etc., où il y avait des puissances absolument délirantes, mais avec un background qui leur parlait, parce que les Mérovingiens ne savaient pas nécessairement le détail de l'affaire, mais enfin, ça structurait un peu les choses, et ça a bien fonctionné. Ça n'a fait qu'enrichir la dimension merveilleuse et un peu originale du scénario. Donc l'histoire, je l'utilise, mais comme ça, quoi, en, en espèce de confiture sur un scénario qui, lui, n'a rien d'historique et qui souvent va très très loin dans des choses qui n'ont aucune validité, ni historique, ni scientifique, etc. Ok, ok. Bah, je comprends bien que tu utilises les Mérovingiens parce que tous les rois francs, ils ont des noms qui claquent. Mais c'est terrible. Quand tu vas du côté des Childéric, etc., il y a des noms qui sont vraiment excellents, quoi. C'est vraiment très plaisant à les regarder. Moi, d'ailleurs, comment je sais ce genre de choses-là, c'est parce que j'utilise beaucoup Wikipédia personnellement quand j'utilise, quand je fais un scénario, on va dire, dans l'histoire, dans les trous de l'histoire, on va dire. Euh, Là où j'ai beaucoup utilisé Wikipédia et où ça a été très intéressant, c'était sur Chaos 1795, qui est vraiment le jeu qui m'a fait vraiment prendre conscience que j'aimais jouer dans l'histoire. Alors c'est pas vraiment un jeu historique, puisqu'on joue en 1795 après la Révolution française, mais il y a eu une prise du pouvoir par un clergé qui n'existe pas dans notre monde, parce qu'il s'est passé un événement magique et il y a un petit peu de magie, il y a des trucs bizarres. Et donc c'est une dystopie, mais tous les personnages importants de l'époque, ils existent vraiment. Et donc, je me suis retrouvé à utiliser Wikipédia et en fait, il y a énormément de gens qui sont décrits dans Wikipédia dont on n'a pas connaissance, quoi. Alors bon, oui, Danton, Robespierre, tous, on les connaît tous bien, mais à côté de ça, il y a par exemple, la personne qui plus ou moins dirige ce clergé, c'est Saint-Just. Bon, Saint-Just, il est connu. Je sais que mon père est prof d'histoire. Quand je lui ai dit, quand je lui ai décrit un petit peu, il m'a fait oh bah ça doit être joyeux. Ah bah oui, Saint-Just, c'était pas un gars cool. Mais tous les gens qui sont autour de lui et qui sont décrits sur Wikipédia, ça fait des PNJ qui sont tout faits. Il y a besoin de rien. Ils sont là, ils sont décrits. Il suffit de les utiliser. Et comme de toute façon personne ne les connaît, tant que tu n'écris pas un truc et que tu le publies pas, bah, ça va faire de mal à personne, quoi. Ça va pas aller taper sur la mémoire de quelqu'un ou quoi que ce soit. Et donc, moi, je trouve que Wikipédia, surtout avec tous les liens qu'il y a dans tous les sens, ça permet de faire énormément de choses. Et ça permet aussi, quand on a besoin, de sortir de la réalité. Donc, d'aller vérifier, tiens, machin, il était marié avec qui et ils ont eu qui comme enfant? Ah bah tiens, on va lui inventer un nouveau fils. Et à partir de ce nouveau fils qui n'existe pas, je peux me permettre de faire un truc historique ou pseudo-historique, puisqu'il n'est pas historique, il n'existe pas le gars, sans attaquer la mémoire directement d'un personnage qui aurait existé et donc de ne pas faire une tâche sur ce personnage-là. Donc ça, c'est toujours mon gros problème à moi, personnel, hein, quand j'écris ou quand j'essaie de faire jouer un scénario historique, c'est que j'ai du mal à utiliser les personnages historiques de peur de faire mal à quelqu'un, donc ses descendants par exemple, en ayant fait d'un personnage historique, en lui ayant donné le rôle du méchant par exemple. C'est pour ça que j'ai tendance à inventer des personnages historiques, ce qui est quand même un peu contradictoire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est intéressant. Dans tu vois, ça c'est typiquement des sortes de limites qu'on se pose qui n'ont pas vraiment de sens. Tu vois, c'est un peu comme quand tu t'achètes une campagne du commerce et t'es en mode attends, il faut vraiment que je la connaisse parfaitement parce que j'ai pas envie de changer le moindre truc parce que la lecture était vraiment trop bien. Bah, c'est un peu la même chose. Parce qu'il y a quand même peu de chances que tu tombes malheureusement sur le descendant du gars. Tu vois. 1795. Des fois, ça Mais t'arrive. si tu publies, il y a toujours le risque. Si tu publies. Ah oui, bien sûr. Dans le même ordre d'idée, c'est un peu aussi des fois une sorte de blocage qu'on se met tout seul. On se dit, si je veux faire un truc historique, je peux faire des recherches à l'infini, tu vois. Genre, c'est interminable. À quel moment, tu vois, tu mets la limite de te dire ça, j'accepte de ne pas le savoir, tu vois.
Et peut-être que Dragan, il a des réponses sur ça. Ouais, je vais répondre à Solo Flow et puis à la question initiale juste après. Concernant les limites, en fait, je m'en pose pas parce que quand même savoir que les jeux de rôle qu'on écrit, les scénarios que l'on fait, on sait que ce sont des jeux. euh, il y a quand même pas mal de liberté à avoir. Et en comparaison, on prend un romancier comme Christian Jacques qui s'est tapé plein de bouquins sur l'Égypte. Je me rappelle d'un de ces bouquins hallucinants dans lequel Ramsès, il est parfait. C'est genre le mélange entre Mel Gibson et Alain Delon. Il sait tout faire, il est merveilleux. Et en face de lui, Moïse, c'est un illusionniste, un clown, un charlot, qui fait semblant de marcher sur l'eau, qui fait semblant de ceci, cela. Et quand on lit le bouquin, alors moi, la religion, je me tiens à l'écart de ça. Je suis ni croyant, ni. Enfin, voilà, mais c'est super surprenant. Donc finalement, des romanciers qui sont lus, édités à des milliers d'exemplaires, si ce n'est plus, ils n'ont pas de problème. Donc je pense qu'il ne faut pas se prendre énormément la tête. Ça n'empêche pas qu'on doit aussi être en accord avec ses propres tabous par rapport à l'histoire, on pourra en reparler après, mais le sexisme, la religion, le racisme, ça fait partie de l'histoire. Donc, est-ce qu'on joue avec ou pas? Ça, on pourra développer après si vous voulez. Et sinon, pour répondre à ta question initiale, Hugo, moi, comment je me documente? Bah, en fait, je vais surtout me documenter en podcast. D'une part, c'est que le podcast, c'est de l'audio, et moi, c'est génial parce que je passe déjà beaucoup de temps sur mon ordi pour le boulot. J'aime aussi mater des séries, donc mes yeux, à un moment, ils disent stop. Et écouter un podcast, j'écoute un truc. Finalement, bah, si le podcast me plaît pas, je vais prendre un autre historien. Et encore, il y a des podcasts qui sont accessibles, des trucs de 20 minutes, des trucs de 50, des trucs d'une heure et demie. Donc, avec l'habitude, on va commencer à apprécier des gens. Et puis voilà. Donc, dans ce genre-là, moi, je recommande Timeline, qui est super accessible et qui donne plein de trucs. Et l'avantage des podcasts par rapport à Wikipédia, c'est qu'on va avoir des petites infos en plus. C'est-à-dire que les gens qui font des podcasts, souvent, ils peuvent inviter des historiens et on va voir des fun facts qui sont en or. Je donne un exemple. Dans le cadre d'un scénario en 1900 où il y avait Sarah Bernard, j'écoute un podcast et dans ce podcast, j'apprends que Sarah Bernard, quand elle est partie aux États-Unis, un religieux important d'une ville où elle allait l'a critiqué, a dit qu'il fallait pas aller à ces spectacles, que c'était qu'une traînée, etc., et qu'elle avait peu de vertu. Et ben, Sarah Bernard a écrit à cet homme-là en lui disant j'avais prévu 500 dollars pour ma réclame. Grâce à vous, ce n'est plus nécessaire. Voici 100 dollars pour vos pauvres. Euh, c'est une tueuse, quoi. Et du coup, ça, on trouve pas ça dans Wikipédia. Donc, il y a des tas de petits trucs comme ça en plus qui sont super plaisants. Et même en tant qu'auditeur, et c'est pas juste chercher des infos pour préparer un scénar, c'est que c'est passionnant. Et un peu comme, alors, peut-être qu'Hervé connaît au Solo Flow aussi, mais des gens qui racontent des histoires, c'est super agréable. Alors, on peut penser à Pierre Bellemare. Moi, je suis pas tout jeune, mais j'ai pas spécialement écouté Pierre Bellemare. Mais écouter des podcasts d'histoire, on apprend des choses, on dit tiens, c'est sympa. Oh là là, il y a eu ce twist. Et finalement, le twist que je viens d'entendre, bah, soit je peux l'utiliser en Heroic Fantasy comme l'évoquait Hervé, soit je peux garder ça dans un coin pour un scénar. Et puis à la fin, quand j'ai fini de piocher du podcast, bah, finalement, je vais quand même prendre du Wikipédia pour aller choper les noms, prendre des infos. Et du coup, Wikipédia que j'utilisais il y a longtemps, je participais pas. Là, maintenant, vu comment je m'en sers, effectivement, je lâche 5 euros, 10 euros de temps en temps parce que vraiment, c'est mérité. Moi, une des raisons pour lesquelles j'utilise Wikipédia, et je suis pas sûr ce que je devrais en parler ou pas, c'est que c'est jamais bloqué par les pare-feux d'entreprise. Donc, il y a moyen d'y aller quand tu es au boulot et de préparer tes scénars alors que t'es pas vraiment censé faire ça à ce moment-là. Mais tu te fais jamais engueuler par quelqu'un parce que tu as une page Wikipédia ouverte sur ton ordinateur. Généralement, comme tout se ressemble sur Wikipédia, tant qu'il n'y a pas de photos ou d'images, bah, tu peux te renseigner pendant des temps où tu n'es pas censé te renseigner, on va dire. Juste pour compléter, que ce soit Wikipédia ou les podcasts, moi j'ai trouvé dans la bande dessinée, parce qu'aujourd'hui la bande dessinée c'est extraordinaire, la pluralité de choses que l'on peut facilement découvrir, quoi. Et je trouve que alors c'est complémentaire en fait hein, de tout ce que vous avez dit, mais l'avantage de la bande dessinée, en tout cas pour mon système cérébral, c'est qu'il y a aussi des images. Et, ça m'est très utile pour écrire mes scénarios parce que très très souvent, in fine, mon scénario, c'est des images qui sont
les unes à côté des autres. Il n'y a quasiment pas de texte, mais c'est en partant des images qui sont possiblement de plusieurs natures, hein, que le discours se fabrique, quoi. Et donc, on a la chance quand même avec le web d'avoir aujourd'hui accès à une quantité d'informations et d'une richesse qui n'existait absolument pas il y a 40 ans. Ça, je peux vous le confirmer, hein. Il fallait aller dans des bibliothèques, c'était très long, c'était très lourd. Et puis, il n'y avait pas du tout non plus le choix et la pluralité de ce que l'on trouve aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi sur les images. Moi aussi, j'utilise souvent la BD. Et par exemple, j'ai acheté pas mal de volumes de la BD Alix euh, parce que j'ai envie d'écrire un jeu sous des ronds. Alors, c'est pas exactement la bonne période, mais au moins visuellement, ça ressemble. Et effectivement, Alix, tu l'achètes pas pour le scénario, hein, tu l'achètes vraiment pour les images, parce que oh là là, qu'est-ce que c'est mauvais au niveau du scénar. Mais par contre, ça donne plein d'idées, de choses qu'on peut décrire, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est une grande aide pour moi aussi. Du coup, Dragan, t'évoquais le fait éventuellement, une des difficultés qu'on peut rencontrer avec l'histoire, c'est qu'il y a des thèmes assez lourds à aborder, qui étaient omniprésents à l'époque, qui étaient normaux à l'époque, et qui sont pas forcément très joyeux pour tout le monde autour d'une table de jeu de rôle. Donc typiquement, c'est les sujets du sexisme, du racisme, etc. Alors je pense que ça peut être intéressant de les aborder en jeu de rôle, mais c'est quand même plutôt touchy, quoi. C'est un peu complexe. Apparemment, vous aviez des choses à dire là-dessus, donc je vous laisse vous exprimer. Ouais, là-dessus, moi en fait, j'y suis confronté parce que, imaginons que si j'ai un scénario où les Espagnols et les Portugais vont en Amérique du Sud. Ils y sont pas allés ils y sont allés pour différentes raisons, pour explorer, pour pacifier, si je puis dire, pardon. Mais ça s'est pas fait dans la tendresse. Donc, soit effectivement, je fais un scénario qui va être les cités d'or, et encore dans les cités d'or, il y a quand même des violences qui sont présentes. Donc, on pourrait effectivement faire des GDR histo et se mettre d'accord avec la table en disant je veux pas qu'il y ait de violence, je veux pas qu'il y ait de sexisme, je veux pas qu'il y ait de sujet de religion, et c'est OK. Et à l'inverse, le fait de ne pas vouloir gommer ce qui a pu se passer, c'est faisable. Faut pas non plus le sublimer, faut pas. Enfin voilà, ça a eu lieu. Et le fait de ne pas le gommer permet aussi de comprendre. C'est-à-dire que de la même manière que moi, je suis confronté à des sujets quand je prépare un scénario, bah, j'apprends des choses. Et je comprends mieux des reliquats ou des résidus de comportement qu'on peut avoir dans notre société. Par exemple, moi, enfin, sur mon jeu, l'idée c'est que les personnages aillent dans le passé à la rencontre de l'histoire de l'art. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai vu un sujet sur si t'es pas noir, bah, ne fais rien, enfin n'écris rien qui concerne les Noirs ou l'Afrique. D'accord, du coup, je me suis posé la question, est-ce qu'un jour je vais faire un scénario sur l'Afrique? Mais à l'inverse, si je fais des scénarios qui s'intéressent à l'art africain existe. Donc je vais quand même pas écarter l'art africain parce que moi je suis pas noir. Donc voilà, faut être assez à l'aise avec ça. Et à partir du moment où c'est fait avec bienveillance et sans voyeurisme et sans qu'on mette de la fascination sur ces choses-là, je pense qu'on peut jouer avec et c'est de l'histoire. Voilà. Donc, moi, ma décision est prise. Je ne me fixe pas de limite. Après, il y a des tas d'outils de sécurité émotionnelle qu'on peut utiliser si les choses sont compliquées. Et il y a même des moments où dans mon jeu, on a beau être dans une réalité miroir, donc on n'influe pas sur le présent. Le fait de savoir qu'on est dans notre monde, bah, on a moins de recul. C'est-à-dire que en Heroic Fantasy, tu as un village de gobelins et qu'est-ce qu'on fait les femmes et les enfants, on s'en fout. Dans un univers histo, bah, la question va se poser. Voilà le genre de frein qu'on peut avoir. Moi, je sais que j'ai un gros problème à accepter que les joueurs se comportent de manière sexiste ou raciste dans mes parties, parce que je trouve que c'est désagréable, au minimum, voire détestable, voire moi ça me fait gerber ce genre de comportement. Et donc quand on joue à des jeux historiques, il y a des joueurs qui vont se permettre des choses qu'ils n'auraient jamais faites dans notre monde actuel.
sous couvert de ah oui, non, mais tu comprends, à l'époque, c'était normal. Et ça m'a longtemps sorti par les yeux et je savais pas quoi faire jusqu'à ce que, en fait, j'en discute en convention et qu'on me dise, «Eh beh, explique en fait à tes joueurs que, effectivement, c'était normal. À l'époque, peut-être, mais c'est tout de même le joueur qui choisit de se comporter comme ça et donc qui choisit que son personnage soit dans la moyenne des connards de l'époque et que si il veut se comporter comme un connard, sous prétexte qu'il le peut, bah, que grand bien lui fasse, mais que il le sache d'avance que si il se comporte comme un connard, c'est parce qu'il a envie d'être un connard, pas parce que la réalité historique l'oblige à le faire. Même à l'époque, il y avait des gens qui étaient plus ouverts d'esprit. Quand on voit une aviatrice comme Emilia Earhart, on sait très bien que à l'époque, oui, non, c'était pas la norme, c'est certain, mais elle existe cette dame et elle est bien la preuve qu'une aviatrice, c'est possible. Et donc, quand ton personnage se fout de la gueule d'une aviatrice dans les années 30, c'est qu'il a envie d'être un connard et non pas qu'il a envie d'être réaliste historiquement. Tout à fait. Bah, Ouais, et puis pardon. Il y a aussi l'excuse de classique, c'est pas moi, c'est mon personnage. Il y a un truc à ajuster. C'est vrai que quand on est à fond en roleplay, le contrat social ou les accessoires qui permettent de dire attends là, ça me dérange, bah, si tu le dis une fois, deux fois sur un comportement qui te déplaît, globalement, la personne va entendre et moduler son comportement. Le plus ouais. souvent en tout cas, hein. Et si elle le fait pas, bah, on peut tout à fait s'en Au passer. Il y a revoir. plein d'autres gens avec qui on peut jouer. Mais ça, c'est vrai, hein. Bon, c'est beaucoup moins grave, mais finalement, c'est une excuse qu'on retrouve souvent, même pour des comportements qui n'ont rien à voir avec des comportements discriminants et tout. Le truc de oui, mais mon personnage, il ferait ça, c'est un peu le dernier rempart, quoi. C'est quand t'as vraiment pas d'excuses et que tu te rends bien compte que t'emmerdes tout le monde. Bah, on a déjà abordé pas mal de sujets, donc on va peut-être, je vous propose d'aller dans des trucs un petit peu, peut-être un peu plus subjectifs. Après, on fera un dernier tour de table si vous avez vraiment un truc que vous avez envie de dire. Moi, j'ai quand même une question un petit peu sympathique. Est-ce qu'il y a un trou dans l'histoire que vous trouvez vraiment cool? Est-ce qu'il y a une période que vous trouvez vraiment propice, que vous avez joué ou que vous aimeriez faire jouer? Plus un petit tour inspirant, si ça vous dit. Hervé, toi, est-ce que, bah, suite à cette table ronde, tu te dis, tiens, mais en fait, peut-être que je pourrais jouer dans un trou. Alors, peut-être pas dans les tranchées, jouer un poilu, mais un trou historique, comme on l'a mentionné plus tôt. Est-ce qu'il y a une époque qui t'intéresse? Alors, d'abord, je m'aperçois maintenant qu'il y a effectivement des solutions par rapport aux problèmes théoriques que je me posais initialement. On peut effectivement envisager de faire Alors, mais pourquoi pas cette histoire de poilu, la guerre des 14 euh, c'est vrai que pour ma part, je me suis employé à rester toujours très loin de cette approche historique de l'écriture des scénarios, parce que je trouve dans l'heroic fantasy des tas de solutions avant que les problèmes se posent. Donc, mais bon, pourquoi pas les périodes un peu de tension et aussi des périodes où les joueurs pourraient être dans des situations de vraie difficulté, quoi. Et c'est vrai que pour moi, la guerre de 14, enfin, les guerres, c'est en général et par principe une infamie, mais la guerre de 14, j'ai l'impression que ça a été quand même gratiné, quoi. Et donc, pourquoi pas un scénario de quelques heures où il se prépare pour partir à l'assaut de la future, la future tranchée, et voir un peu, je sais pas, et c'est expertiser désormais maintenant que j'ai des solutions théoriques aux problèmes qui n'existent pas, eh bien, je pourrais y réfléchir. Mais pour moi, si des scénarios historiques, la particularité qu'il pourrait avoir, c'est que ça serait one shot et sur des périodes de temps limitées. C'est-à-dire le scénario se déroulerait sur quelques heures ou quelques jours et pas nécessairement sur une campagne de plusieurs mois, voire années. Ouais, en plus, tu dois pouvoir trouver. Enfin, tu choisis une bataille, typiquement de la Première Guerre mondiale, tu sais qu'à telle heure il s'est passé tel truc, tel truc. C'est peut-être plus un. J'aime bien, c'est une expression un peu, mais plus une sorte de train fantôme, tu vois. Finalement, c'est-à-dire qu'ils vont pas changer les événements, ils vont être spectateurs de beaucoup d'événements qui sont autour d'eux, et eux, ceux sur quoi ils vont pouvoir jouer, c'est peut-être pas
le tournant de cette bataille. Ils vont pas en changer l'issue, mais c'est juste, est-ce qu'ils vont y survivre? Est-ce qu'ils vont retrouver ils vont réussir à fuir la tranchée avec les lettres que leur avait envoyées leur famille et tout. Donc tu peux mettre des enjeux plutôt sur l'émotion et sur les Oui, tout à personnages fait. pris dans, Ah ouais, dans... ça me plaît beaucoup ton idée, ouais. Et puis le fait d'avoir effectivement, pourquoi pas un suivi chronologique, parce que ça se trouve, hein, du style les avions sont arrivés à telle heure, les canons ont commencé à telle heure, etc. Ça pourrait scander justement la partie avec des éléments entre guillemets avérés. Ouais, il y a une piste à explorer. Ok, Moi, personnellement, je cool. pense qu'il y a sûrement un jeu à écrire, un jeu narratif sur un petit événement de la guerre de 14-18, ce fameux Noël que Mm. les différentes parties des deux côtés des tranchées se sont retrouvées au milieu pour fêter Noël ensemble. Et je suis sûr qu'il y a un jeu narratif excellent à écrire sur... ils se retrouvent au milieu et ils se racontent la guerre de chacun de leur côté. Et finalement, ils se font des amis. Et le lendemain, ils sont obligés de se retirer dessus. Il y a un drame qui doit pouvoir être joué à ce niveau-là, qui doit être très intéressant. Tu fais un multitable, tu mets d'un côté les mecs de la tranchée d'en face, enfin tu mets les deux tranchées séparées. Genre et le scénario ça s'appelle survivrez-vous jusqu'à Noël. Et genre tu vois tu fais plusieurs scènes où il y a des gens qui partent au fur et à mesure, qui se font éliminer. Et à la fin t'as les survivants, ils se retrouvent à la même table et ils racontent chacun leur version des faits, tu vois. Ça, Ouais. Des jeux au football. Ouais. Sinon, il y a un, et ils font un un petit jeu foot. français. Il y a un jeu français qui joue avec la guerre de 14-18. Il me semble que c'est Ténébrae que ça s'appelle. Peut-être que ce sera intéressant que tu y regardes. Bon, ça parle plus de magie et de magie et de thaumaturgie pendant cette époque-là. Donc, bon, c'est du jeu de rôle. Donc, on joue dans la période, mais on rajoute un peu de magie histoire que les gens soient pas trop intimidés, par exemple, quoi. Moi, j'ai des grands, grands kiffs au niveau jeu de rôle sur ce que j'aimerais faire, sur ce qui existe, sur ce que j'ai déjà fait. Euh, que j'aimerais énormément, c'est jouer à l'époque de Néron, mais vraiment les quelques semaines avant que Néron brûle Rome, et justement faire des gens qui travaillent pour Néron et qui sont censés le protéger, et au final qui se rendent compte qu'il y a un problème quand même. J'ai fait jouer la campagne de Chaos 1795, donc pendant la période de la Terreur, après la Révolution française. Moi, c'est ça qui m'a fait dire, oui, en fait, je peux faire du jeu historique, c'est excellent ce truc, j'adore. J'ai même été jusqu'à m'acheter des encyclopédies de la Révolution française, enfin des trucs de folie. Le scénario que j'ai fait le jouer le plus souvent de ma vie, c'est un scénario de Cthulhu en 1900, donc dans la semaine qui précède le passage de 1899 à 1900, sur un paquebot qui va de quelque part en Angleterre à New York, et qui se veut en fait un scénario très titanique, avec une entité à combattre évidemment pour pas que le bateau coule. Et je l'ai fait jouer une paire de fois, et j'ai posé la question en fait à mes joueurs: qui est-ce que vous aimeriez voir sur le bateau? Donc ça les a obligés à se poser un peu la question de se poser un peu avec l'époque, et puis d'avoir une forme de liaison émotionnelle avec les personnages qui se trouvaient sur le bateau. Et effectivement, ils ont quand même bien mis le monde dans la merde la fois où ils ont décidé de non, on laisse le bateau couler, nous on s'en va, on sauve nos gueules à nous, mais que Carl Benz, Edison, Tesla, que toutes les grandes têtes qu'ils avaient mis à bord du bateau sont tous morts. Et on s'en fout que le monde après il est sûrement cassé, quoi. Et personne t'a dit Caprio et Kate Winslet. Non, bizarrement non. Ça, personne n'a eu Jack, et je sais même plus comment elle s'appelle. Et Céline Dion cachée dans un placard pour chanter la chanson, mais qui n'apparaît pas à l'écran, quoi. Je te rassure, j'ai Et ça, utilisé c'est la un- BO, la BO de Titanic a été utilisée pendant le jeu. J'aimerais beaucoup Venise dans le début de la Renaissance, donc à l'époque où c'était vraiment les chefs incontestés de toute la Méditerranée, et puis en plus très en avance sur leur temps, très riches, et puis des luttes de pouvoir atroces, quoi. Et ça m'intéresserait beaucoup. Ça, j'aimerais beaucoup jouer dans cette période-là. Peut-être écrire si jamais je trouve rien qui me plaise. J'ai déjà commencé, j'avoue. Et,
Et j'en reviens au fait de ne pas utiliser certains personnages historiques parce que leurs descendants pourraient prendre ombrage. J'ai écrit un jeu qui se passe en 1999. Alors, est-ce que c'est déjà un jeu historique ou pas, hein, grande question. Sachant que c'est une uchronie, que c'est très rétro-futuriste, etc. Et donc, bah ouais, j'ai du mal à me dire que bon, utiliser Margaret Thatcher, ça me dérange pas trop parce que bon, bah, elle viendra pas me taper sur les doigts. Mais qu'est-ce que je fais avec Balladur, par exemple, où c'est une période difficile pour lui, etc. Et ça, c'est des questions qui sont assez difficiles à mettre en jeu, quoi. Donc après, bon, tu peux aussi décider que ouais, il y a eu des choses qui sont différentes dans le passé, donc ces gens-là sont pas là, ils sont pas à leur place, bien sûr. Mais bon, ça c'est toujours difficile, ouais. Imagine Balladur arriver dans ta partie et te dire je vous demande de vous arrêter. C'est une honte. Magnifique. Et toi, Dragan? T'étais pas préparé. Ah, Bon, il y je en a voulais aussi juste encore, dire. excuse-moi. J'ai une dernière période que moi j'aimerais énormément voir en jeu de rôle. C'est la période des barons bandits. Et donc les barons bandits, ce sont des barons allemands qui n'avaient vraiment pas beaucoup de revenus et qui ont décidé de mettre en place des impôts qu'ils n'avaient pas le droit de mettre en place pour devenir riches, pour financer des guerres contre les gens qui leur disaient que non, mais t'as pas le droit de faire des impôts à cet endroit-là. Et donc, avec des luttes de pouvoir entre nobles de haut rang qui avaient suffisamment d'argent et des bas nobliaux qui avaient vraiment besoin d'argent, donc qui se comportaient comme des brigands de grand chemin, et tout ça dans la forêt noire, au Moyen-Âge en Allemagne, tout ça, pour moi, c'est à moitié Warhammer, c'est le Warhammer historique que j'aimerais voir en jeu de rôle. Voilà. Et maintenant, je m'arrête là. Et excuse-moi, Dragan, à toi. Ouais, je voulais juste dire à Hervé que là, il a eu l'exemple avec tout ce que nous a dit Killer Flow. L'exemple du Titanic où il y a une entité qui va attaquer le bateau, voilà, on a un cadre historique, néanmoins on peut s'octroyer des libertés. Pour ma part, ce que j'aimerais faire jouer, parce que je sais rien encore dessus, ça serait un scénario qui se passerait, je sais pas si c'est il y a 200 ans, 300, 800, en Inde, parce que je me demanderais vraiment bien quoi faire, et je sais qu'en préparant ce scénario-là, bah, j'apprendrai plein de choses. Alors peut-être l'Inde, peut-être le Cambodge, il y a sûrement des trucs à trouver par là. Et un truc qui me terrorise d'avance, que j'ai envie de le faire, mais j'ai peur que ce soit un scénario très ennuyeux, c'est quelque chose qui se passerait genre au pôle Nord, la banquise, une exploration. Alors c'est sans doute très beau à vivre, mais tu peux pas faire un scénario juste à t'émerveiller des aurores boréales. Tu t'attends à voir la neige, l'ours, les esquimaux, les huskies. Donc j'aimerais trouver un truc, mais pour le moment j'ai rien. Alors je pense qu'il y a des romans ou des podcasts intéressants à trouver. Il y a sûrement une base Euh, nazie sous la banquise, hein, ou un truc comme ça. ouais, Le classique, oui, on va mettre les nazis ou Cthulhu, et puis comme ça, on Voilà. pourra faire un jeu de rôle. C'est le principe des montagnes hallucinées. ça donne un très bon point de départ à Hellboy, mais sinon, voilà. Le corps de la créature du docteur Frankenstein qui est resté congelé. Mais bon, ça risque d'être assez lent quand même comme scénario, c'est sûr que. C'est plus tellement histo, quoi. Mais peut-être, oui, juste une question un peu générale. Mais pourquoi cet intérêt pour des jeux de rôle en relation avec l'histoire? Qu'est-ce qui est le moteur de cette démarche qui, on l'a vu, est susceptible d'être gérée, mais qui est quand même génératrice d'un certain nombre de difficultés qui se rajoutent déjà à un art difficile. C'est pas simple de faire un scénario qui tourne, hein. Donc, c'est pas simple d'avoir un égrégore, un groupe qui fonctionne. Et la démarche historique, si elle peut avoir un intérêt, hein, vous m'avez convaincu, et si on peut arriver à traiter tout ça, c'est quand même générateur d'une surcouche de difficultés. Qu'est-ce que c'est qui vous anime dans cette démarche? Moi, Alors, personnellement, tu veux y aller? ouais, Vas-y. je suis pas d'accord sur la surcouche et la difficulté. Premièrement, avec un univers histo, tu as un socle commun. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de raconter les dieux et les machins. Si tu as un scénario qui se passe en Égypte, il y a des pyramides,
on vénère des divinités à des têtes d'animaux, et les hiéroglyphes sont des personnages dessinés de travers. J'imagine qu'il va faire très chaud, qu'il y a du sable, qu'il y a le Nil. Il y a pas mal d'informations communes. Si tu fais jouer en fantasy, bah, tu risques d'avoir alors les divinités, les races, les frontières, etc. Et quand même, tu as du lore à apprendre. Moi, je peux faire un scénario en Égypte, on peut démarrer quasiment tout de suite. J'aurai que la technique du jeu à donner et tu peux jouer tout de suite. Ensuite, l'intérêt de jouer dans un univers historique, c'est justement, on va toucher des petites choses. L'anecdote du Noël dont parlait Killer Flo, je la connaissais pas, mais je la trouve géniale. Moi, faire un scénario qui se passerait comme ça dans les tranchées et d'avoir cet événement-là, moi, ça me fait ma partie. C'est super cool. Et globalement, enfin, mon approche du jeu de rôle, c'est de prendre du plaisir et découvrir quelque chose qui est en plus sympa, bah, c'est top, quoi. Donc, et en plus de ça, bah, l'imaginaire commun, ça simplifie. Découvrir des choses, il y en a, parce que c'est vrai que si on fait des scénarios histo, on va pas faire un scénario histo sur la vie d'un agriculteur au XVIe siècle. Et il faut vraiment être hyper simulationniste pour que ce soit intéressant. Mais on va plutôt s'intéresser à des choses qui vont avoir lieu, genre le procès de Louis XVI ou des trucs comme ça. Il se passe quelque chose, il y a des rebondissements. Et puis alors, moi je suis pas passionné par les films qui sont tirés d'une histoire vraie, ça m'intéresse pas trop. Enfin voilà, bon, je m'éparpille un peu, mais clairement, jouer dans l'histo, ça fonctionne parce que l'histoire est intéressante et que jouer, je suis sans mots, c'est le bonheur, quoi. Moi, ce qui fait que j'aime jouer dans des contextes historiques, c'est qu'ils m'apparaissent tout de suite beaucoup moins carton-pâte que tout ce qu'on peut nous proposer dans l'heroic fantasy, en particulier de l'autre côté de l'Atlantique, où j'ai l'impression de lire et de relire des dérivations de Tolkien, des gens qui vont faire des historiques à leurs univers qui font 15 000 ans, et où à chaque fois que je lis deux événements l'un après l'autre, je me dis, elle est où la logique? Alors oui, c'est cool tes idées, mais j'ai énormément de mal à me projeter dans certains univers qui se veulent médiévaux et qui n'ont en fait n'ont de médiévaux que les épées et les arcs. Bon, c'est vrai que j'avoue que j'ai travaillé dans le monde du jeu vidéo et que dans les... on utilisait dans le monde du jeu vidéo, c'était pas un problème d'utiliser toutes les armes qui ont été développées pendant 1500 ans de développement des armes et de voir une Claymore du 14e siècle à côté d'un glaive des légions romaines, juste parce que bah ouais, il faut donner des noms à tout ça et puis il faut que les armes elles soient toujours de mieux en mieux pour que les gens continuent à jouer et donc on va prendre toute la palette et de les voir les uns à côté des autres, ça m'a toujours paru complètement absurde à tel point que j'ai écrit ma thèse de fin d'études là-dessus. Euh, et donc, c'est donc ce côté, ça me paraît toujours plus réaliste quand c'est basé sur quelque chose d'historique. Et, et alors que c'est probablement un petit peu fumé, parce qu'il y a quand même des trucs complètement faux dans ce qu'on sait de l'histoire, qui ne peuvent pas être vrais, parce qu'on sait bien que les historiens d'il y a 500 ans, il y avait un parti pris, que les gens qui les payaient pour qu'ils disent des choses bien sur leurs employeurs, hein, et que leurs ennemis soient couverts de noir. Enfin, il y a plein de biais et même l'histoire change. Ce qu'on sait de l'histoire aujourd'hui ne correspond pas du tout à ce qu'on savait de l'histoire au début du XXe siècle. Et donc, c'est probablement dans ma tête juste un blocage qui fait que je préfère les contextes historiques véritables à des contextes historiques carton-pâte d'un univers de fantasy. Ok, ok. Ok, merci de ces deux réponses qui sont tout à fait recevables. Ouais. Messieurs, je pense qu'on arrive à la fin de cette table ronde. Peut-être un dernier tour de table si vous avez quelque chose à ajouter de très spécifique qu'on n'aurait pas abordé. Il y a peut-être une question justement qui pourrait être intéressante pour tout le monde. C'est jouer dans un contexte historique, oui, mais avec ou sans fantastique. Pour moi, l'intérêt de la démarche d'un scénario historique, c'est qu'il n'y ait pas de fantastique. Bon, enfin, si on part du principe que ça n'existe pas et que la magie vancienne
ne se trouve pas en Haute-Alsace ou en Ardèche. C'est difficile de trouver une sorte de boule de feu en Haute-Ardèche. Mais donc, si on y intègre maintenant de la magie, puisque c'est un peu ce qui a été évoqué pour certains jeux, si je comprends bien, pour moi, on n'est plus dans la démarche du scénario historique au sens où moi je l'entends, ou je l'entendais, parce que j'ai bien compris qu'il fallait quand même s'autoriser, c'est la bonne idée, hein, de sortir de l'histoire comme une succession de faits avérés et sur lesquels on ne peut pas revenir. Et si on s'autorise ça, on ouvre une liberté immense et puis on a d'autres points positifs. Mais mais spontanément, un scénario historique, pour moi, il n'y aurait pas de magie. Mais c'est peut-être une erreur, sûrement. Je pose la question parce que c'est un des grands problèmes des MJ qui veulent faire des parties historiques, c'est qu'ils ont énormément de mal à trouver des joueurs. Et il y a en plus très peu de jeux purement historiques. Il y en a, ça existe, mais souvent, pour justement prendre la distance nécessaire qu'on a à, pour jouer avec l'histoire ou pour jouer dans un contexte historique, il y a énormément de jeux qui intègrent un élément fantastique, plus ou moins important ou non dans l'univers et dans le jeu, pour justement ne pas faire peur en fait. Ne pas faire peur à une partie des joueurs qui se diraient ah non, complètement historique, ça va être chiant, et en plus je vais me faire taper sur les doigts parce qu'en plus j'y connais rien moi au XVIIe siècle. Alors que, ah non, on va jouer les mousquetaires, et puis en plus, c'est les lames du cardinal, donc il y a un dragon, et puis il y a un petit peu de magie. Tu vas voir. Au final, dans la partie, il n'y aura peut-être pas forcément beaucoup de magie, et le dragon, il est quelque part loin en arrière-plan. Mais ça fera moins peur à beaucoup de gens, à beaucoup de joueurs, dans mon expérience. Après, je pense que dans les facs d'histoire, ça sera pas pareil. Moi, c'est ça que je trouve. Alors, moi, je fais pas particulièrement de jeux historiques. En fait, je pense que ça dépend de la période, c'est assez subjectif. Genre, par exemple, tu vois, moi, je me verrais bien jouer à Medium Aevum ou je sais pas, tu vois, un jeu un peu médiéval. Et en fait, ce que j'aime bien, par exemple, dans le médiéval, c'est que les gens, ils étaient dans la société. Tu vois, c'était pas encore la société rationnelle, comment on dit, désenchantée, tu vois. Donc, pour eux, tu peux. Enfin, je trouve que c'est intéressant, non pas d'incarner des personnages joueurs qui auraient des capacités incroyables dans ce contexte-là. Ça, c'est pas un truc qui m'excite particulièrement. Par exemple, moi, je suis pas très attiré par les jeux comme du monde des ténèbres, etc. J'ai jamais vraiment pratiqué, ça m'attire pas beaucoup. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est assez sympa parce que tu peux transformer l'histoire, dire que machin c'est un vampire et tout, tu vois. Moi, ça m'attire pas beaucoup. Par contre, imaginez un truc médiéval où c'est pas les personnages qui ont tout ce potentiel magique, mais où à des moments, de par tes descriptions et tout, tu laisses le doute planer sur ce qui s'est vraiment passé et où peut-être tu mets une petite touche de surnaturel qui est justement pour à ce moment-là rappeler aux joueurs que leurs personnages, eux, ils y croiraient, tu vois. Je sais pas comment dire. Et cette toute petite touche, tu vois, genre tu prends, je sais pas, un mythe, un monstre et tout, et jamais la vérité sur le fait que ce soit un monstre ou un mec qui s'était déguisé ne sera révélé dans le scénario, tu laisses planer le doute, tu vois. Ça, je trouve que c'est sympa. Et après, je trouve que c'est aussi ce qui est sympa tu vois, dans un univers plus contemporain, plus rationnel. Je trouve que ça marche un peu moins, même si on a encore un peu peur du noir et tout, tu vois. Mais du coup, c'est là où Cthulhu entre en jeu et où je trouve que Cthulhu, c'est sympathique. Tu vois, Cthulhu, c'est un peu comme Martin, quoi. Tu peux faire Cthulhu dans les tranchées, Cthulhu pendant la guerre froide. Tu peux le mettre un peu partout. Et ça peut, ça peut être le petit appât en plus qui va attirer ceux qui sont pas attirés par l'aspect historique pur. Je sais pas. J'ai pas de souci avec le fantastique dans l'historique. Personnellement, j'en utilise pas, ou très peu, ou le peu qui est utilisé n'est pas perceptible par les gens qui sont autour. Parce que du coup, enfin voilà, personne ne va faire de boule de feu au milieu des villageois, parce que ça va changer tout le paradigme, et qu'est-ce qui se passe, et du coup, enfin, ça me sort. Donc c'est juste un accord à trouver avec la table. Si on a des joueurs qui ont envie de jeter des boules de feu, ne faites pas scénario historique. Parce que par exemple, en Heroic Fantasy, c'est toujours sympa. Enfin, je sais pas si ça vous est arrivé. À un moment, le scénario complet qui se passe, où on est totalement dépossédé de ses objets magiques et de ses possessions, ou bien d'être dans une zone d'anti-magie, et ben on fait un scénario pour une fois où
où il n'y a pas de sortilège, où il n'y a pas de régénération, il n'y a pas de truc, et on peut jouer quand même. Donc les problèmes n'en sont qu'à partir du moment où on a envie qu'ils en soient. Et voilà, et finalement, le jeu de rôle, bah, c'est du verbe, on parle, on joue, on incarne un personnage, et puis on joue pour que ce soit une friction. Donc soit on a envie d'avoir des personnages de plus en plus puissants, et le jeu historique va fonctionner si on a des personnages qui ont des pouvoirs. Si c'est pas un but en soi et qu'on veut juste participer à une histoire, il n'y a pas besoin d'ajouter de magie dessus. L'intervention rappelle une des raisons pour lesquelles je préfère le jeu historique à un univers, on va dire, de fantasy médiévale. C'est que souvent, pour ne pas dire quasiment toujours, dans les univers médiévaux fantastiques, on a de la magie, et cette magie n'a strictement aucune influence sur la façon dont la société se forme, se déforme ou se changerait. Mon meilleur exemple, c'est le sac sans fond. Donc cet objet magique qui permet de... On met des trucs, on met des trucs, on met des trucs, on met des trucs dedans. Super pratique, ça, en tant que MJ, c'est le truc génial. Ça te permet de ne pas avoir à tracer combien de poids les joueurs y portent. C'est super intéressant. Mais si cet objet magique, comme dans D&D 5, il est peu commun, c'est-à-dire qu'il y en a plein de ces trucs-là, pourquoi les marchands ils s'en servent pas? Je pense qu'on a atteint le point Godwin de cette table. Et pour éviter que cette table ronde... On parle de 5 sans fond, mais il faut éviter que cette table ronde devienne une table ronde sans fin. C'est super nul. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va continuer la conversation sur les sacs sans fond entre nous. Si ça vous va, messieurs. Et bah, merci beaucoup en tout cas d'être venus. C'était très sympathique cette table ronde. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. En fait, cette table ronde, elle devait être tournée il y a 2 semaines et il y a eu plein d'événements qui l'ont repoussée. On va faire un dernier tour de table pour que chacun puisse dire son mot de la fin, mais sans relancer les autres. Ok? Yes. C'est parti. Bah vas-y, Dragan, puisque tu as un truc à dire, tu peux commencer. Ouais. Un petit conseil sur les jeux de rôle dans un cadre historique. Pour que ça fonctionne, il faut éviter l'effet de tourisme. Donc, il ne faut surtout pas que le MJ décrive. Le risque, c'est que la parole soit monopolisée par le meneur de jeu qui décrive. Pas du tout. Il faut laisser les joueurs jouer. Si c'est un western, ils vont s'amuser avec leurs flingues, leurs tenues, leurs chevaux. Si on est à l'époque romaine, eh ben, ils ont des projections immédiates. Et finalement, il y a des tas de choses qui fonctionneront le mieux dans notre monde. Si on a envie de jouer des esclaves et des gladiateurs, je pense qu'on fera pas mieux que jouer dans un univers des esclaves, enfin des gladiateurs romains. Pas la peine d'aller ailleurs. Donc, faites du jeu histo et c'est top. Moi aussi, je vais finir comme Dragan en disant faites du jeu historique ou pseudo-historique ou historico-fantastique. Ne vous laissez pas paralyser par le carcan de l'histoire. Au contraire, c'est quelque chose de très intéressant et de très facile à utiliser. Vous avez plein de sources qui sont facilement accessibles. Vous avez plein de PNJ qui sont déjà décrits. Vous avez juste à prendre leur page Wikipédia et à mettre des statistiques dessus, si vous utilisez ce genre de choses. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Et en plus, il y a énormément de choses qui peuvent être jouées partout, dans toute l'histoire. Si vous avez un truc qui vous tombe dessus et qui vous fait kiffer, n'hésitez pas à faire un scénario dessus, même si, bah ouais, c'est pas le genre de truc que vous faites d'habitude. Tentez le coup, ça vaut le coup. Merci pour toutes ces réflexions et ces réponses. Comme vous le savez, j'étais dubitatif au départ, mais vous m'avez convaincu sur le fait que d'abord c'était faisable et qu'ensuite ça avait des avantages. En tout cas, ça offrait des opportunités qui sont vraiment intéressantes à explorer. Et je regrette absolument pas d'avoir participé à ces échanges de grande qualité. Merci à tous. Bah, merci à vous trois. On va se quitter là-dessus. Avant qu'on se quitte, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à venir sur le Discord. Là, on n'a plus trop de table ronde en préparation, donc il faut que vous veniez pour proposer vos sujets et qu'en plus vous parliez, parce que on commence à avoir des têtes qui reviennent et
même si ce sont des gens très sympathiques, il nous faut du sang neuf dans les tables rondes, donc venez proposer vos sujets et tout, et passez pour discuter comme on l'a fait ce soir. Merci encore à vous trois. Je vous dis au revoir, et à vous qui êtes derrière votre écran, à très bientôt sur le bon MJ. Ciao. Ciao.